Bonjour tout le monde, ici KF. Je viens d'écrire un jeu qui s'appelle Au regard des nuages et qui est une variante de la clé des nuages pour jouer en solo. Le jeu est disponible sur ma page itch.io et vous avez le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais essentiellement faire ma première partie que j'enregistre devant vous. Donc je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne, mais le cœur c'est de vous montrer une partie et a priori, si vous écoutez ça actuellement, c'est que ça m'a suffisamment plu pour que je décide de le diffuser. Pour le dire en quelques instants, Au regard des nuages, c'est un jeu qui reprend le même pitch que la clé des nuages. On joue un mage qui vient aux confins du monde, dans des ruines anciennes, pour réaliser une quête personnelle. Et le jeu est juste une adaptation des règles permettant d'assumer à la fois le rôle du mage et de l'image, avec quelques petites améliorations, en tout cas quelques petites spécificités. Je vais expliquer rapidement comment ça marche, mais vous allez voir qu'à la fois dans ce que je dirai maintenant et dans le texte du jeu, je fais référence au texte de la clé des nuages. Je pense que le jeu peut être compris sans, mais je vous recommande quand même d'y jeter un œil avant. Donc, la préparation pour le jeu est la suivante. On crée son personnage qui est un mage, quasiment comme dans la clé des nuages. On commence par lui créer une quête, quelque chose qu'il va poursuivre et dont la conclusion sera la fin de la partie, et si possible assez ouvert d'interprétation. Et puis, on imagine deux possessions. La première s'appelle l'encre et la seconde s'appelle la boussole. L'encre, c'est un objet qui est lié à moi. Elle est à la fois liée à mon passé, mes souvenirs, mais aussi à mes pouvoirs, à qui je suis. Elle représente à la fois le talisman et l'artefact, dans le sens de la clé des nuages. Et puis la boussole, c'est quelque chose qui est lié au contraire aux ruines et qui me guide vers elles. Dans ce cas-là, moi j'ai choisi pour quête retrouver la personne que j'ai été. Mon encre, c'est une épée rouillée que je porte avec moi. Donc j'ai commencé à imaginer un petit peu que cette épée, c'était peut-être celle que je portais à l'époque, mais je me pose la question de savoir si c'est une épée d'apparat ou non, si c'est une vérité que je portais une épée avant, ou si c'est une illusion que je me forme. Bon, je ne suis pas du tout sûr encore de ce que ça va donner. Et ma boussole, c'est un bâton de marche sculpté avec une tête d'oiseau. Ça, c'est donc pour la création de personnage. Ensuite, le jeu en lui-même consiste à explorer des lieux et puis donc à agir dedans, comme dans la clé des nuages. Tout ça, ça s'appelle une phase d'exploration. On fait les deux en même temps. Et donc on fait à la fois en fait le rôle du mage et de l'image. Et puis il y a des phases de méditation qui sont nouvelles, qui sont des moments que l'on prend à la charnière entre chaque phase d'exploration pour réfléchir à ce que l'on a fait et pour envisager ce qui vient ensuite. C'est à la fois un moment où on réfléchit à ce qu'on a dépassé et à ce qu'on s'attend à se trouver, sachant qu'on peut choisir un peu ce qui nous intéresse le plus dans cette double question. La phase de méditation étant terminée par l'écriture d'une formule. Une formule, c'est une petite phrase brève qui résume une pensée générale. Dans cette partie, je vais donc tout dire à l'oral, à la fois dire à la fiction et réfléchir à haute voix sur ce que je pense, sur les interprétations de la fiction. Les formules, je les prononcerai, mais je vais également les écrire pour les garder devant moi. La principale nouveauté, c'est que au début, on commence avec deux clés qui sont exactement l'encre et la boussole que l'on a eu le droit de réinterpréter. Mon encre, c'était l'épée rouillée que je porte avec moi. Je l'ai réinterprétée, j'ai juste écrit l'épée. Ma première clé, c'est l'épée. Et ma deuxième clé, c'est donc, ça va être l'oiseau. J'avais choisi un bâton sculpté avec une tête d'oiseau. Quand je le transforme en clé, je garde juste l'oiseau. Et donc, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, qu'on explore un nouveau lieu des ruines, on tire une nouvelle clé que je recommande très vivement de tirer aléatoirement. Et pour cela, j'ai créé une table sur Chartopia. Elle est un peu basique, il n'y a que des choses bateaux dans l'essentiel, mais certaines sont déjà assez difficiles à utiliser, je pense. Et il y a quand même 300 entrées, donc ça devrait le faire. Donc on tire une clé à chaque début de phase d'exploration, à partir de laquelle que l'on doit incorporer dans la narration en même temps qu'une autre clé. Je ne vais pas en dire plus maintenant. Si vous voulez les détails des règles, je vous laisse surtout aller lire le document.
Voilà, simplement, la dernière règle que je vais appliquer assez souvent, normalement, c'est que on a le droit qu'à 4 clés au maximum, y compris les deux qu'on a au début. Donc, quand on en tire en plus, soit on ignore le tirage, soit on l'incorpore à une autre clé précédente et donc on la transforme. Le jeu a également des questions de fin pour après la partie, mais ça, j'y reviendrai à ce moment-là. Et sur ce, je vais me lancer tout doucement dans la fiction. La première chose à faire avant de commencer la partie, c'est de répondre pour soi-même, en tout cas de réfléchir pour soi-même à la question de savoir comment est-ce que l'on a trouvé les ruines. La, une fois qu'on a réfléchi à ça, on doit... Comment dire, déjà, on se base sur la boussole pour s'aider, pour se donner comment dire, une certaine idée, une certaine façon de penser les choses. Et puis ensuite, on écrit une formule, on compose une formule qui correspond à ce qu'on vient de réfléchir, à ce qu'on vient de trouver. Le moment exact où l'on pose la formule est le début de la partie. Je suis chez moi, seul, dans le noir, et j'ai devant moi une bougie éteinte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir un instant à mon arrivée dans les ruines, et quand j'aurai ma formule, finalement, j'allumerai. Je pense que vous allez entendre le bruit du briquet, et la partie sera officiellement commencée. Une fois que la partie sera lancée, donc, j'éviterai au maximum de réexpliquer les règles. Donc je vous rappelle, ça va être un enchaînement d'exploration, au moment où je vais à la fois décrire les lieux où je suis, la façon dont j'interagis avec, la façon dont j'y trouve des mystères et dont je les dépasse, et puis ensuite des phases de méditation, où je vais réfléchir à ce que ça me dit sur ma quête, et créer des formules avant de passer ensuite à des phases d'exploration. Et la quête en elle-même sera accomplie à un moment ou à un autre, ou alors j'y renoncerai. L'accomplissement de la quête se passe nécessairement pendant une phase d'exploration, mais on fait quand même la phase de méditation juste après pour, disons, résumer ce qu'on a décidé, ce qu'on a découvert, ce qu'on a conclu à travers une ultime formule. Donc je repose un petit peu là encore la situation, je pense. Je vais en profiter pour décrire mon personnage. J'imagine un homme assez âgé, avec sur le crâne quelques restes de cheveux blancs très très fins, des taches de vieillesse, des yeux très caverneux enfoncés tout au fond du crâne, et des habits qui ressemblent à ceux d'un moine, une sorte de bure brune peut-être, usée par le voyage, mais chaude et de bonne facture. Il porte à la ceinture une épée rouillée. Il n'y a pas de fourreau, elle repose juste contre l'habit. Je pense que ça fait longtemps que la lame est émoussée et qu'elle ne fait pas de mal à grand-chose. Et la boussole qu'il porte, qu'il a donc, c'est ce bâton de marche sculpté avec une tête d'oiseau. La question sur laquelle je dois me pencher, c'est de savoir comment j'ai trouvé les ruines. Je pense que la recherche des ruines a été... je l'ai faite en voyageant. Peut-être que j'aurais pu trouver mes réponses dans des livres, dans des bibliothèques, par des recherches, mais c'est plutôt en allant de village en village, de montagne en montagne, en demandant aux pèlerins et aux vagabonds que je rencontrais, que je suis arrivé jusqu'aux ruines. C'est une recherche qui est sans doute une... je pense que je la vois comme ça, ouais. C'est une recherche qui est marquée par la... Comment dire? Par l'humilité. Ce n'est pas la recherche par des grands savoirs et des grandes institutions, mais par les gens du commun, par les petites routes et par la marche même. Et ma première formule, ça va simplement être: j'ai marché humblement jusqu'aux ruines.
Je vais maintenant tirer ma première clé pour amorcer la première description. Et ma première clé, enfin ma troisième plutôt, puisque j'ai déjà l'épée et l'oiseau, c'est la stagnation. Alors, la stagnation, ça me semble très facile à imaginer dans une ruine, bien sûr, puisque on imagine que tout est immobile, que plus rien ne bouge. Mais la stagnation, ça m'évoque plus spécifiquement l'eau qui stagne. Et donc, moi qui me pensais parti dans les montagnes, j'imagine maintenant découvrir comme une sorte d'immense lac perdu très très haut dans les montagnes. Il fait froid, mais il n'y a pas vraiment de neige. Il y a quelques restes d'herbe et quelques animaux sauvages qui ont été un peu partout sur ma route. Cela fait peut-être un jour ou deux que je n'ai plus vu personne et que j'ai quitté tous les chemins. Je ne sais pas exactement ce qui m'a fait quitter les chemins d'ailleurs. Peut-être une intuition, l'envie de planter mon bâton un petit peu plus loin. Toujours est-il que j'ai trouvé cette espèce de lac, environné de montagnes, et qui me semble étrange. Déjà parce qu'il est très peu profond, partout. On voit presque le, le fond et on devine qu'il n'y a aucun endroit où on n'a pas pied. Ensuite parce aucune rivière ne l'alimente. Pourtant, il ne se dessèche pas, en tout cas il est toujours là. Je l'imagine couvert de nénuphars, bordé de mousse. Bien que tout soit relativement sec, ici il y a de la verdure. Quelques petits arbres, des arbustes, du lichen également, accrochés aux pierres grises. Et puis, au bord de ce lac, de l'autre côté du versant par lequel j'arrive, un grand arbre creux, sur les branches desquelles sont posées des dizaines et des dizaines d'oiseaux. La première clé, la stagnation, est bien sûr présente dans le lac en lui-même. La seconde clé, l'oiseau, est donc sur les branches. Je me, je prends un instant un petit peu incrédule pour regarder mon visage dans la surface du lac. L'eau est trouble, mais je distingue tout de même quelques traits. La couche verte qui recouvre le lac m'étonne. Nénuphars et mousses, fougères et algues, rien n'a vraiment sa place ici. La végétation semble presque hasardeuse. Rien ne bouge et même si le bruit du vent se fait entendre au loin, il n'y a pas une ride sur l'eau. Je commence à marcher, à contourner le lac pour aller jusque l'arbre. Un petit peu de temps passe et, à mon étonnement, lorsque j'arrive au pied, je ne vois qu'un morceau de bois, une vieille souche, plus un seul oiseau, pas la moindre branche. Et en regardant autour de moi, je vois de l'autre côté, par là où je suis venu, en vérité, un grand arbre aux branches chargées de dizaines et dizaines d'oiseaux. Des oiseaux de toutes sortes, des corbeaux, des moineaux, des aigles, des rapaces, des charognards, des oiseaux de ville, des oiseaux de mer. Et je reste un peu interdit devant ce spectacle. Je, je ne peux pas laisser passer cette chance, bien sûr. Je suis arrivé jusqu'aux ruines, j'ai trouvé ce que je cherchais, je vais aller plus loin. Alors j'avance vers l'arbre, à travers l'eau, ou plutôt sur l'eau. Quand je pose le pied sur la surface lisse du lac la première fois, je passe simplement au travers et j'en vois quelques rides briser la surface de l'eau.
Je comprends immédiatement mon échec et mon erreur. Je retire le pied. Et après longtemps, une fois que la surface de l'eau s'est calmée à nouveau, je le pose avec beaucoup plus de douceur. Et il reste appuyé sur l'eau, cette fois-ci, sans propager la moindre onde, la moindre vague, sans s'enfoncer. Un deuxième pied posé, un pas, puis un autre, tant que j'avance aussi doucement et précautionneusement, tant qu'aucune onde n'accompagne mes pas, je continue de marcher sur l'eau. Je porte le bâton entre mes mains, sans jamais le poser sur l'eau, mais crispé contre moi, la tête d'oiseau vers le haut. Peut-être est-ce lui qui me porte. Je traverse ainsi le lac et j'atteins finalement le grand arbre. Les oiseaux sont bien là, sur les branches, qui me regardent immobiles. Et au creux de l'écorce, avec une évidence, je trouve un petit accès, comme un escalier creusé à même le bois qui descendrait, sous la terre et sous la roche. Et je m'y enfonce. C'est le moment d'une méditation. Ma quête, c'est de retrouver la personne que j'ai été. Qu'est-ce que ce que je viens de voir en dit? Je réfléchis à cette question et je me dis que, premièrement, enfin, la première question qui me vient, c'est est-ce que je marchais sur l'eau autrefois, ou est-ce que, en tout cas, la façon dont j'ai marché, la façon dont j'ai progressé, est le retour à quelque chose que je connaissais autrefois, que je savais faire autrefois, sans forcément imaginer qu'autrefois je marchais sur l'eau, peut-être simplement qu'autrefois, peut-être que cette marche représente ma capacité à avancer et à progresser qui était plus grande autrefois. Avant, j'avançais alors que maintenant, je ne fais que marcher. Parce qu'il faut bien dire de même qu'au début de la fiction, j'ai dit que j'avais beaucoup marché à travers les montagnes, sur les chemins. J'avais marché humblement, alors que marcher sur l'eau, il n'y a rien d'humble, n'est-ce pas? C'est peut-être ça ma réponse, en fait. Je, j'étais beaucoup plus puissant, peut-être. Je ne sais pas exactement ce que puissant veut dire ici, mais en tout cas, je pouvais avancer et marcher là où les autres n'allaient pas. Voilà quelque chose auquel je semblais déjà avoir renoncé. Il faut que j'écrive une formule pour rendre compte de cela. La première qui me vient en tête, ce serait j'ai abandonné la grandeur. Cela représente bien l'idée de cette fracture entre un moi passé et un présent beaucoup plus humble. Mais il y avait déjà humblement dans la première formule. Je me demande si je pourrais pas trouver une chose un petit peu nouvelle. Peut-être quelque chose comme, enfin, quitte à garder ce même thème, parler plutôt de l'autre partie, justement, parler de l'orgueil ou de la puissance. Peut-être, c'est un petit peu différent de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça ajoute quelque chose, mais ça me semble bien. Mon orgueil était ma puissance. Très bien. Pour la prochaine phase d'exploration, je vais donc tirer une nouvelle clé. Et j'obtiens le poisson.
Je vais la combiner avec l'épée, parce que on ne l'a pas encore beaucoup vue. Hmm. Mais j'ai besoin de travailler un petit peu plus cette clé, le poisson, avant de l'incorporer. Je ne suis pas sûr de vouloir mettre directement un endroit où l'on pêche. Je réfléchis, peut-être que cela pourrait être le corps d'un immense poisson, mais qu'est-ce qu'il ferait ici? Ou alors des choses faites à partir du poisson, peut-être les arêtes, la peau. Qu'est-ce qu'un poisson a à faire ici? Avec tous les animaux que l'on voulait savent ça. Je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver dans les eaux stagnantes, mais... Ouais, une eau stagnante, moi ça m'évoque beaucoup plus la mort qu'autre chose. Pourtant j'ai mis en scène de la vie, que ce soit ces oiseaux étranges ou la végétation qui poussait par-dessus. Mais voilà, justement, une eau stagnante, empoisonnée d'algues, de végétation, de nénuphars et de mousse, est-ce qu'elle permet encore aux poissons de vivre? C'est peut-être ça la prochaine... peut-être ça la suite, oui. J'imagine une longue descente dans cet escalier. Il est minuscule, très étroit, il faut y descendre accroupi, tout accroupi. Et c'est à peine si des marches se distinguent. Il descend très profondément et chaque pas que je fais vers la terre, c'est un siècle qui se remonte. Lorsque j'arrive finalement devant une grande paroi de pierre brune, peut-être même de la terre cuite, qui tranche avec la rugosité du couloir jusque-là, de la descente, je comprends que j'ai trouvé un temple, un bâtiment, une maison qui date de temps immémoriaux. Il y en a pour dire que là où il y avait des montagnes autrefois, il y avait la mer, et peut-être est-ce bien le témoin de cela. La paroi que je trouve et la basse ouverture pour pénétrer au-delà sont d'une sorte de terre brune, cuite, comme je l'ai dit. En tout cas, c'est l'aspect qu'elle donne. Mais une légère lueur, une légère lumière en émane. C'est heureux d'ailleurs car l'essentiel de la descente, je l'ai fait dans le noir complet. La lumière vient en fait de minuscules grains inscrits dans la terre, comme des petites poussières d'étoiles. Quand je passe l'ouverture et que j'entre dans cette nouvelle et grande pièce, elle se présente à moi avant tout comme un ciel étoilé. Des myriades de petits points scintillants partout, qui permettent tout juste de désigner et de comprendre les contours de cet endroit. C'est une sorte de temple marin. Sur les murs, les accumulations de ces minuscules paillettes étoilées un peu partout semblent représenter des poissons. Un entrelac, toutes sortes d'espèces. Des arêtes partout, des fragments, des morceaux, des nageoires. Tout est extrêmement chaotique. La pièce pourrait être carrée, peut-être, très bas de plafond. Mais en vérité, le relief est trop incertain ou trop étrange pour que je sache. En fait, peut-être même que ces murs sont en relief en eux-mêmes. Que les poissons sortent plutôt que d'en être simplement dessinés, en quelque sorte. Devant moi, un large bassin d'eau stagnante.
Il n'est pas aussi large et aussi vaste que le lac au-dessus, mais il l'évoque clairement. L'eau a une couleur un petit peu étrange. Je la distingue tout juste, mais elle est rouge, presque brune. Et son odeur me renseigne immédiatement sur ce qui lui vaut cette couleur. C'est l'odeur de la rouille. Je tire mon épée. On regarde la surface toute brune et j'hésite. Toute cette eau saumâtre me laisse presque imaginer que je pourrais plonger l'épée ici et que la rouille s'en irait. Peut-être que l'épée entière se dissoudrait à l'intérieur. Y en a-t-il eu d'autres? Est-ce que ce bassin est là où l'on devrait laisser son arme? Est-ce que d'autres sont venus avant moi jeter leur épée ici? Ou quoi que ce soit d'autre? Peut-être suis-je le seul à avoir amené une épée, mais en tout cas le fer semble me relier à d'autres personnes. Je vais imaginer cela, que je ne suis pas du tout la première personne à venir ici pour jeter quelque chose. Mais moi, j'y rechigne. J'étais sur le point de jeter l'épée et puis je me ravise, j'hésite. L'envie d'acter, d'agir me dévore, mais j'ai peur de la perte. Alors, je détache ma ceinture. Et j'attache le bout à la poignée de l'épée. Et puis, délicatement, je plonge l'épée dans le bassin. En gardant juste l'autre œil la rappeler. Et à l'instant même où je fais cela, je me sens idiot. De deux choses. L'une est que si la volonté de ce bassin est de manger cette épée, alors je ne peux pas y faire grand-chose et ma ceinture est un lien dérisoire. L'autre, c'est que je n'ai pas respecté ce que je venais d'apprendre. Je tire sur la ceinture et l'épée revient intacte. Et je la pose à nouveau dans l'eau, ou plutôt sur l'eau. Cette fois-ci, tout doucement, sans perturber la surface, sans la moindre onde. Je pose l'épée sur l'eau. Après en avoir détaché la ceinture. Mon entreprise un petit peu idiote m'a découragé de continuer. Je pose simplement l'épée et elle reste là, à la surface. Alors un léger bruit se fait entendre. Un frottement, quelque chose de visqueux. Et les formes de poissons que je voyais sur les murs se mettent à s'agiter légèrement. La poussière scintillante qui, euh, qui dessine leur forme s'agite et se regroupe. Je vois les poissons se mettre à nager et commencer à bouger sur les parois et sur le mur. Ils montent au plafond. Ils semblent comme descendre dans le bassin. Peut-être est-ce la poussière qui bouge ou toute la roche, je ne sais pas. Dans une sorte de spectacle dansant un peu étrange. Je reste interdit et je regarde ce miracle sans bien comprendre. Et puis, petit à petit, les poissons semblent tous converger. Vers le fond, vers le mur en face de moi, de l'autre côté du bassin. Toute la poussière scintillante de la pièce, tout converge là-bas et forme une unique ouverture. Une tache de lumière éblouissante. La salle est maintenant intégralement noire, à l'exception de ce trou de lumière. Et le vague courant d'air frais que je sens me fait comprendre que ce n'est plus seulement la lumière, mais une ouverture. Alors je
marche vers la lumière et je vais au-delà. Maintenant est venu le moment de la deuxième méditation. Je me demande ce que j'ai appris de plus. Je veux retrouver la personne que j'ai été. Qu'est-ce que le poisson représente ici? Je l'ai mis en scène, mais je ne l'ai pas beaucoup interrogé. Je crois que c'est peut-être ça qui va permettre de dire quelque chose de plus que la dernière fois. Le poisson, en tout cas, c'est ce qui m'a ouvert la voie. C'est une espèce de magie du monde, une chose simple mais qui bouge. Je n'y avais pas pensé aussi, mais évidemment, les poissons se déplacent dans l'eau et, et l'eau, c'est la façon dont j'ai marché sur l'eau tout à l'heure. Disons que dans la première instance, j'avais opposé deux façons de progresser. Une marche humble, marcher sur des cailloux, marcher dans la montagne, et une marche en puissance qui me rappelait plutôt mon passé et qui consistait à marcher sur la surface de l'eau. Mais j'ai une troisième voie, évidemment. Un poisson n'a pas besoin de révéler n'a pas besoin d'exploit pour traverser l'eau, puisque c'est son milieu naturel. L'idée de naturel, là, s'impose à moi, c'est-à-dire que je me dis, peut-être qu'avant, je n'avais pas tant le pouvoir de marcher sur l'eau que le pouvoir d'être dans l'eau. J'ai mal compris qui j'étais autrefois. Je n'étais pas un mage ou quelqu'un d'incroyable. Je n'étais pas quelqu'un de divin avec des pouvoirs exceptionnels. Oui, ça m'apparaît évident maintenant. J'étais un poisson. Bien sûr que j'étais un poisson et que ce que je faisais à l'époque m'apparaît divin, incroyable maintenant. Je pouvais nager, je pouvais aller sous l'eau et y tenir pendant des heures et des mois, en vérité. J'ai été un poisson. Et donc l'épée rouillée, mon encre, ne représente pas du tout celui que j'étais, l'arme que je portais en tant que guerrier, pas du tout. Elle représente plutôt mon aliénation. Devenu humain, j'ai porté une épée, mais si je reviens poisson, je n'en aurai jamais besoin. Bien sûr. Peut-être même que cette épée est ce qui m'a enchaîné à la terre. Peut-être y avait-il un vieux sortilège à l'intérieur qui faisait de moi un homme. Et alors cette eau rouge que j'ai vue, c'est celle dans laquelle se sont rouillés et dissous tous les objets, tous les autres charmes qui ont été jetés par d'autres personnes comme moi, transformés. Bien. Je sais maintenant très clairement ce que je cherche, retrouver la personne que j'ai été. Je m'attends assez nettement à ce que la prochaine salle soit le moment de la conclusion, où je vais voir si j'arrive à retrouver cette personne que j'ai été, c'est-à-dire à redevenir poisson. Il faut d'abord que j'écrive une formule. J'ai trouvé. Je m'étonnais que l'eau soit stagnante, alors que j'ai dit tout à l'heure que je voulais des poissons qui vivent dans un environnement plus dynamique. Enfin, que je n'imaginais pas un poisson vivre dans une eau morte. Et je vais dire, ma formule, ça va être, je veux reprendre le cours de ma vie. J'aime bien le double sens de cours avec le cours d'eau, évidemment. Et je veux sortir de la stagnation. Je veux reprendre le cours de ma vie. Abordons maintenant donc la dernière exploration. Comme j'ai 4 clés, je ne peux pas en tirer une cinquième, mais je peux en tirer une et la combiner avec une précédente pour faire une nouvelle clé. Ce que je vais faire. Et ma nouvelle clé est le cru. C'est... Bon. Le cru fait évidemment référence au fait de manger. Comment? J'ai envie de la relier à l'oiseau en imaginant
Je vais réinterpréter un petit peu l'idée de crue avec l'idée d'être la peur d'être dévoré. Et je vais donc j'avais une clé qui s'appelait l'oiseau et je vais la transformer et dire hmm, l'oiseau dévoreur. C'est aussi ma façon de réinterpréter cette clé qui n'a pas du tout intervenu dans la salle précédente et je veux savoir ce que faisaient ces oiseaux près de l'arbre tout début. Pour cette dernière exploration, je vais donc utiliser l'oiseau dévoreur, essayer de comprendre ce que c'est. Et mon autre clé sera très sans doute le poisson, mais les autres vont peut-être intervenir également. Et il faut que j'imagine la suite. Hmm. Évidemment, cette ouverture de lumière qui était éblouissante lorsqu'on était dehors, quand on était dedans, pardon, mène à l'extérieur. Quand je la traverse, j'arrive à flanc de falaise, bien en dessous des sommets où se trouvait le lac. Il n'y a devant moi guère qu'un petit promontoire avant la chute vertigineuse. Il faut quelques instants pour que mes yeux s'habituent à la luminosité exceptionnelle. Le soleil est radieux et le ciel est un bleu sans aucune tache. Le son de l'eau qui coule est partout autour de moi. C'est même celui d'une cascade, en vérité. Elle s'abat à quelques mètres de moi, tombant des hauteurs, tombant d'un glacier que je devine là-haut. Se fracasse dans une sorte de petit bassin qui semble presque creusé pour, et continue sa route à flanc de falaise. Je me penche légèrement et en contrebas, à des centaines de mètres en dessous, je vois la mer. Elle s'étend sous mes pieds et puis plus loin et à perte de vue. Et puis, le cri d'un oiseau retentit dans l'azur. Des, des ombres se font voir parfois sur le promontoire autour de moi. Les ombres des ailes, quelques plumes semblent ficher ici ou là dans l'herbe ou dans la roche. Ces cris éveillent en moi des sentiments nouveaux, ou plutôt des sentiments anciens. J'ai peur d'eux. Et pourtant, je pourrais simplement rebrousser chemin, n'est-ce pas? Repartir et remonter. Rester homme et ne pas craindre l'oiseau. Je ne les vois pas. Je les devine, je les entends, je vois leurs ombres et leurs plumes, mais je ne les vois pas. Mais je peux les imaginer. Je me représente quelques-uns de cet échantillon qui se trouvait sur les branches là-haut. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendaient, ces oiseaux tout au sommet de l'arbre. Sans doute étaient-ils là-bas parce qu'ils savent que chaque fois que quelqu'un entre sous l'arbre, alors il ressort poisson. Peut-être sont-ce ces mêmes oiseaux que j'entends piailler maintenant et qui s'apprêtent à me dévorer. Je mesure mon risque, mais je ne veux pas faiblir ici. Alors je me déshabille tout doucement. J'enlève la bure, je pose le bâton au sol. Et puis, nu, je m'avance dans le petit bassin d'eau. Je me place juste sous la cascade. Je laisse l'eau tonitruante s'abattre sur moi, sur mon cou et sur ma tête.
Elle est glaciale, mais pourtant le froid reflue déjà. Je ferme les yeux et je m'assois dans l'eau, sous l'eau, longtemps, longtemps. Je lève la main, tout doucement. Je touche la surface, depuis l'intérieur du bassin. Elle est agitée, pleine des vagues que lui impose la cascade. Mes doigts pourraient passer au travers, mais ils ne le veulent pas. Je resterai sous l'eau. Alors, je prends tout le courage qu'il me reste et je me projette dans le flot de l'eau, dans la cascade entre les gouttes, dans un grand plongeon jusqu'à la mer. Le moment est venu pour une dernière méditation. Ma quête est accomplie. J'ai bel et bien retrouvé la personne que j'ai été. Je suis redevenu poisson. Mais il reste simplement à en faire une dernière formule. Ce que ce dernier mouvement a révélé, bien sûr, c'est que le choix que je fais est dangereux. Je ne sais pas si mon personnage vit comme poisson ou s'il meurt happé par un oiseau un instant après la chute. Je ne vais pas trancher, mais je lui souhaite de s'en sortir. J'aimerais une formule qui acte le fait que ce retour est définitif, que j'abandonne le monde de l'air. Ça pourrait être ça la formule d'ailleurs. Je retourne sous l'eau. C'est dans la mer que je vais. Il faudra peut-être que je mentionne ça spécifiquement. Oui, c'est ça. J'ai décidé de retourner à l'écume. Ce sera ça ma dernière formule. J'ai parlé de l'écume en particulier parce que, en imaginant un poisson qui a peur des oiseaux, je me suis dit que c'en était un qui devait vivre près de la surface, pas dans les profondeurs, pas dans les abysses. Et la surface de la mer, moi, ça m'évoque tout de suite l'écume. Je vais relire rapidement toutes les formules que j'ai écrites depuis le début de la partie. J'ai marché humblement jusqu'aux ruines. Mon orgueil était ma puissance. Je veux reprendre le cours de ma vie. J'ai décidé de retourner à l'écume. Cette partie est terminée et je vais souffler la bougie. Voilà. Comme dans la clé des nuages, la partie est ensuite continuée par quelques questions qui servent de débrief. Peut-être changeront-elles entre cette partie-là et la version que je mettrai en ligne. Donc, il est donc tout à fait possible qu'il y ait des nouveautés. Il n'y en a que 4 pour le moment. Premièrement, à quel moment la quête est-elle devenue claire? Qu'implique-t-elle qui était inattendue au début de la partie? Bon, la question me semble évidente. Ce qui a créé le déclic, ça a été la résolution de la salle du bassin en dessous. Comprendre que la quête, c'était de redevenir un poisson, c'était une sacrée surprise. Et à partir de là, tout est clair. Deuxièmement, quel sens revêtent les clés individuellement et ensemble? Comment ce sens a-t-il évolué au cours du jeu?
Mes premières clés, du coup, c'était l'épée et l'oiseau. Euh, L'épée m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'elle représente tout le cheminement, en fait. L'épée, c'était d'abord l'idée d'une puissance perdue, et puis en fait, ensuite l'idée d'une puissance aliénante, d'une chose que je ne suis pas vraiment, d'un symbole de pouvoir que j'ai adopté, mais également d'une prison que je tenais avec moi. C'est assez étonnant d'ailleurs comme symbolique pour l'épée. Enfin, le fait que ce soit un symbole de puissance au début, ça me semble clair, mais la façon dont l'épée a été réinterprétée comme une sorte de talisman qui m'encageait, je ne sais pas ce qu'on peut en voir. On peut y penser un peu comme l'épée d'apparat de la noblesse qui ne sert pas tant à frapper et à faire mal qu'à simplement signifier un statut. Ça, c'est peut-être une épée comme une prison. Ensuite, l'oiseau, c'était donc issu du bâton de marche que je portais. Euh, Ce qui est très amusant, c'est que l'oiseau, ça évoque la liberté, le fait de pouvoir voler, la puissance, dans un certain sens. Mais dans un premier temps, on l'a uniquement vu sous l'angle de la stagnation. Les oiseaux étaient bizarrement inutiles. Et puis en fait, on a compris que c'était une attente carnivore. Pareil, ce symbole-là qui était beau au début, frais en fait, une sorte de puissance brute et naturelle, est devenu un symbole de peur. La stagnation, c'est peut-être celui qui est le moins clair. La stagnation était partout. Le dernier tableau ne montrait pas la stagnation, mais la cascade était précisément la négation de cette stagnation. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je ne sais pas. Je crois qu'un point important que j'ai un tout petit peu mentionné au tout début, c'est que l'eau stagnante, c'est aussi l'eau immobile, c'est celle dans laquelle on voit son propre reflet. En marchant sur l'eau, je croyais marcher comme celui que j'étais. Je croyais être mon propre reflet. La stagnation ici est peut-être le symbole de l'illusion moribonde. L'illusion que je crois entretenir à propos de moi-même, celle qui me conforte, qui me fait penser à un passé glorieux qui n'a en fait jamais existé. L'illusion que je dépasse, l'illusion qui est également une sorte d'impasse, parce que plus rien ne bouge. La stagnation, c'est le moment où le dynamisme, le mouvement a cessé. La fin de la stagnation, c'est donc la sortie de l'illusion en même temps. Enfin, le poisson, ça c'est un symbole qui m'a beaucoup amusé dans la façon dont il s'est résolu. Je savais vraiment pas quoi en faire jusqu'à la fin de la résolution de la salle avec le bassin et l'ouverture. Et en fait, même quand j'ai décrit ces mouvements, ces poissons de lumière qui se déplaçaient, j'avais encore aucune idée derrière de ce que ça allait donner. Donc je pense que à ce moment-là, c'était juste un symbole de grâce, de mouvement gracieux, une sorte de danse ou de spectacle que l'on regarde. Et, et en tant que tel, ce spectacle, il avait ça de beau et de touchant qu'il était en fait un spectacle de moi-même. Voilà pour les 4 clés. Quel a été le moment le plus fort? Y a-t-il eu des révélations? Bon, cette question est un peu redondante par rapport à ce que j'ai déjà dit. Évidemment, moi, le moment qui m'a le plus frappé, c'est la jonction entre la deuxième et la troisième exploration, c'est-à-dire la découverte de ce que je voulais être un poisson. Et la dernière question, je ne vais pas y répondre, c'est la suivante. Quels éléments de la fiction évoquent, directement ou symboliquement, des épisodes de votre vie ou des questionnements que vous vous posez? Êtes-vous en accord avec ce que votre partie en dit? Je vais y répondre pour moi-même, personnellement, mais je ne vais pas diffuser la réponse. Voilà. J'en ai terminé avec Au regard des nuages et ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi. Si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à tester vous-même votre propre partie. Je serais très heureuse de vous entendre y jouer ou de lire votre partie si vous décidez de la faire à l'écrit. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve une autre fois.